Oui, bien sûr, non, non, bien sûr. Enfin, je l'ai déjà dit en même temps, faut pas croire que tout se fait contre le Festival de Cannes, c'est-à-dire tout se fait avec le Festival de Cannes. Depuis à peu près le lendemain ou le surlendemain de la conférence de presse, on se pose la question avec Thierry de comment montrer le film le mieux. Est-ce que c'est dedans, est-ce que c'est off? Et puis petit à petit, on a quand même été un peu dépassé par tout ce qui s'est passé sur le film. Donc on a commencé à penser que le mieux était de le faire en off, puisqu'on tente une nouvelle expérience de distribution. On s'est dit, est-ce qu'en même temps, on ne devrait pas tenter une nouvelle expérience aussi dans la manière de montrer le film et dans la manière d'organiser la presse, la promotion, etc. Donc le Festival de Cannes d'ailleurs nous prête tous ses moyens pour la sécurité aux stars, au cinéma star. Il joue vraiment le jeu, il s'informe régulièrement de ce qui se passe. Donc voilà, clairement pour moi on le fait aussi en accord avec eux et dans le cadre du Festival de Cannes. Voilà, du coup, parce que vu d'extérieur, on se disait, ça y est, c'est le mouton noir cette année. Pas du tout. Non, 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 c'est plus compliqué, c'est plus compliqué que ça. En gros, on a montré le film, nous, en novembre, à Thierry Frémaux, mais un peu comme on l'a montré à Alberto Barbera, à Bertolucci, à des gens comme ça. On l'a montré pour avoir des conseils, pour finir le film. Et il nous a dit que ça l'intéressait, que quand le film était fini, on le lui montre. On le lui a remontré 2 jours avant la conférence de presse, ce qui était un peu tard, on le reconnaît. Il nous a dit dans tous les cas, il dit, faut que je réfléchisse. Dans tous les cas, je ne peux pas l'annoncer à la conférence de presse parce que on va parler que de ça et vis-à-vis des autres films, c'est pas cool, il a raison. Et puis les 2-3 jours après la conférence de presse, finalement, on ne lui a parlé que de ça. Donc on s'est dit, alors à un moment, il a dit, mais est-ce qu'on ferait pas une projo spéciale dans la grande salle, est-ce qu'on ferait pas... Enfin, mais c'était plus des discussions sans dire, voilà, je vous propose. Et on a réfléchi, on s'est dit, si lui, quelque part, si lui, il prend le film après tout ce qui s'est passé, je cède à la pression. Et si nous, on met le film, c'est tout ça pour ça. Alors que là, tout d'un coup, immédiatement, les gens ont dit c'est génial, en off, c'est génial, etc. On était prisonniers de ça. Et comme on s'entend bien avec Thierry, au bout d'un moment, on s'est dit statu quo, restons comme ça et voyons comment ça se passe. Même Thierry l'a dit, j'ai vu dans des interviews à France Inter où il dit c'est une expérience qui est vachement intéressante parce que ça veut pouvoir dire qu'on peut faire d'autres choses à Cannes. On n'est pas tenu au bunker. Voilà. Oui, au bunker de la sélection et de l'officiel. Donc voilà, tout le monde se posait la question si Frémaux-Maraval, ça va, le duo était toujours en entente, pas de souci. Oui, on s'est disputé sur d'autres films. Hein. C'est le duo. Le duo, il fonctionne très très bien en période de non-sélection. En période de sélection, c'est plus compliqué. Non, il y a des films que j'aurais aimé qu'il prenne, qu'il n'a pas pris. Et là, c'est plus. Là, la chose, c'est que je pense, et lui et nous, on a regardé ça un peu on a regardé ça prendre forme. Et finalement, là pour le coup, autant souvent le fait de bien s'entendre pénalise parce que c'est compliqué d'être ami et de gueuler sur un avis. Donc je suis probablement le moins bien placé pour défendre des films vis-à-vis du Festival de Cannes, parce que j'ai quand même trop d'affection pour lui pour le manipuler ou jouer le méchant. Et en même temps là, je trouve que le fait qu'on s'entende bien a très bien fonctionné parce que du coup, on avait beaucoup de distance, on n'était pas dans la passion du truc, on était à se dire est-ce que c'est pas mieux pour les deux en fait. Moi, je lui ai fait l'image qui l'a fait rire à moitié. Je lui ai dit, tu vois, en 1998, quand Aimé Jacquet prend pas Cantona, il est champion du monde, faut pas oublier. Après, est-ce que Cantona était moins bon que Guy Varch? J'en sais rien. Mais est-ce que pour l'esprit collectif, la sélection, c'était pas mieux qu'ils le prennent pas? Certainement, probablement, peut-être, j'en sais rien. Et est-ce que si Guy Varch s'était blessé au dernier moment, il rappelait Cantona, est-ce que Cantona serait venu? Je suis pas sûr non plus. Donc voilà. Donc il y a un peu de ça, et puis c'est bien de tester des nouvelles choses, même pour eux. C'est bien de tester des nouvelles choses, de voir ce qu'on peut faire, ça donne plus de liberté pour la suite à tout le monde. Voilà.
Il y a deux versions du film? Non, ça aussi j'ai entendu, je l'ai entendu plein de fois. Il y a 25 versions du film. Il y a autant de versions que quand on travaille sur un film, on fait plein de montages. Et moi je ne suis pas très littéraire, donc quand je fais des notes à un réalisateur, je les fais visuellement, je lui donne un montage. Donc il y a des choses qu'on aurait aimé qu'il coupe, il ne l'a pas coupé, pas des choses qui gênent, mais des choses de rythme, des choses de bon. Donc on s'est échangé des versions, mais on est dans le droit français, il y a une seule version, c'est celle du réalisateur. On n'est pas Grace de Monaco, et c'est cette version-là qui sera montrée partout, exploitée. Le reste, c'est qu'on s'est en effet échangé des versions, mais 20, 25, de montage pendant le travail, pendant la période. Mais ça se fait sur presque tous les films d'ailleurs. D'accord. Ouais, parce que nous disait tout à l'heure qu'il y avait une version de 2h et quelques qui avait été diffusée ce soir et une autre qui viendrait en ligne au bout de 48 heures qui remplacerait la première version. Non, ça je sais pas d'où ça sort. Non, il y a par exemple la version que j'avais montrée à Alberto Barbera à l'époque, c'était 2h45, mais c'était une version c'était un montage, et puis Alberto avait beaucoup aimé, moi j'en avais discuté avec lui, je lui avais dit, mais peut-être que artistiquement c'est très bien, mais commercialement quand même, mince, 2h45 c'est compliqué. Voilà, mais non, il y a des versions constamment, oui, mais il n'y aura pas ce qui est mis en ligne Après, en bonus DVD, on pourra utiliser tout le travail qu'on a fait comme ça se fait souvent. Mais il n'y a pas une nouvelle version mise en ligne. Quoi qu'on peut, c'est une bonne idée, cela dit. On peut, au lieu de faire les bonus DVD sur le DVD, on peut faire ça après, mais 48 heures c'est rapide. Mais on les a envisagés au moment En gros, le film est sous la loi américaine, c'est une production américaine. Et quand on fait une production américaine, on doit prendre une assurance qui s'appelle une INO, ça s'appelle erreur et omission, une INO, qui nous garantit contre toute poursuite. Pour avoir cette INO, on ne nous la donne pas comme ça. Des avocats se penchent sur le scénario et puis vérifient que le film fini corresponde au scénario. Mais bien entendu, on a consulté des avocats pour que ce qu'on mette dans le film soit conforme, qu'on ait le droit. Alors après, la loi américaine est beaucoup plus... je pense que la loi française est la plus compliquée pour tout ce qui est utilisation de faits réels. En même temps, ici, on le dit 2 fois dans le film, le film s'ouvre par un panneau qui explique que le film s'inspire d'une affaire médiatique, mais que tout ce qui est montré, c'est de la pure fiction, et c'est la vision de l'auteur de cette affaire. Et le premier plan du film, vous allez le voir, c'est Depardieu qui répond à une interview et qui dit qu'il ne va pas jouer DSK, et on comprendra petit à petit que le film est plus un film sur Depardieu qu'un film sur DSK. Donc il n'y a pas de... Le personnage s'appelle Devereaux. Moi je pense qu'on risque rien. Après, il y a des gens ultra procéduriers qui font des procès pour tout et n'importe quoi. Peut-être ils nous attaqueront, mais de notre côté, nous on pense qu'on est... Voilà, on a changé les noms, l'histoire n'est pas la même. Vous verrez, j'ai lu aujourd'hui dans Le Monde que le film était antisémite, mais le personnage de Simone est une américaine, donc elle n'est pas vouée à correspondre à Anne Sinclair. Donc le rapprochement que fait la journaliste entre une discussion sur Israël, l'argent, les banques, etc., c'est plus eux qui fonctionnent pas très bien en rapprochant être juif, être banquier et l'argent, etc. C'est plus eux que le film. Le film, ce dont il parle, c'est une dispute entre un homme qui est un enfant, qui s'est fait choper la main dans le sac, et une femme qui est forte et qui tient le couple debout. Et lui, il ne sait plus trop quoi lui dire, donc il lui reproche tout ce qu'il peut et qui lui passe par la tête, sans que ce soit un fait. Donc c'est un peu, voilà, c'est quand même des personnages différents, on le dit au début, et on essaye de nous les ramener le plus proche. Les gens essayent de retrouver des choses de la vie des vrais personnages en disant « Ah mais s'ils disent ça, c'est pas possible, puisque dans la vie, vraiment, le personnage réel n'est pas comme ça. » Mais c'est pas le but du film, on ne fait pas des films, sinon on aurait fait un docu. Est-ce que... on a l'impression aussi que sur ce projet-là, c'est d'abord celui de Gérard Depardieu, évidemment, qui a d'abord fait le tour un peu des... Ouais, la genèse, elle est assez intéressante. C'est-à-dire qu'avec un producteur qui s'appelle Peter Danner, on avait produit 444, qui est le précédent film d'Abel Ferrara. Et pendant le tournage, donc, il y avait l'affaire DSK. Et en rigolant, on disait à Abel, tiens, c'est un thème, ça correspond tellement à tes films, c'est-à-dire le côté chute, rédemption, addiction, etc. Et lui il nous dit, ça tombe bien parce que je réfléchis avec un scénariste qui s'appelle Chris Zoyce, je réfléchis à
un film sur le sexe et le pouvoir. Je pense que dans leur tête c'était plus Clinton que l'affaire Strauss-Kahn dont ils se foutent pas mal. C'est comme tous les Américains, ça leur passe quand même un peu, c'est loin. C'est vrai pour eux, vous pensez que l'affaire DSK c'est quelque chose qui n'a pas... En tout cas quand on en a parlé à Abel, il s'en foutait un peu. Ouais. C'est pas quelque chose qui le concerne, c'est pas quelque chose qui le touche dans sa vie, il s'en fout un peu, vraiment. Et puis... par le plus grand des hasards, Adjani a vu 444, l'a adoré, et donc on lui a dit, nous comme une provocation, pas Abel, on lui a dit tiens mais il pense faire l'affaire Strauss-Kahn, tu pourrais jouer ce qui serait Anne Sinclair. Ou un personnage inspiré d'Anne Sinclair. Et Adjani a dit oui, mais dans ces cas-là, il me faudrait quelqu'un qui puisse être inspiré de Strauss-Kahn et ça serait Gérard. Et puis, on a organisé une rencontre entre Ferrara et Depardieu. Et Depardieu lui a sorti 10 000 anecdotes, toutes plus croustillantes les unes que les autres. Il avait une vanne à l'époque qui était super. Ils disent oui, ils ont regardé la moquette de la chambre du Sofitel pour voir s'ils trouvaient du sperme, mais ils ont trouvé celui de Gaulle, de Churchill. Donc ils disaient mais c'est des affaires de sexe, il y en a plein. Et il nous a fait 2 heures de show. Absolu. Ferrara en est ressorti sous le charme en nous disant moi depuis Harvey Keitel dans Bad Lieutenant j'ai jamais eu ça. Il dit c'est un film où j'ai plus de mise en scène à faire. Il nous a sorti cette phrase que j'adore, il disait I have a horse, I just need to ride the horse. That's my direction. Donc c'est vrai que Gérard a totalement vampirisé le film et Abel a été fasciné par Ferrara, ce qui fait qu'il s'est détaché de Adjani. Et voilà, et puis le film est devenu, oui, un film sur Gérard, et probablement que le personnage principal, sur les faits, bien entendu qu'ils ont pris l'affaire du Sofitel, mais sur le personnage en lui-même, il y a un peu de tout le monde, il y a un peu de Clinton, il y a un peu de tout. La question, je ne veux pas non plus vous retenir, il est 17h30, ça va? Oui, c'est bon, toi. Est-ce que vous sentez cette pression, notamment par rapport à la réussite économique du film? Vous allez être devant, je ne sais pas, X logiciel qui va vous dire combien il y a de... Je sais même, pour tout vous dire, je ne sais même pas comment on récupère les chiffres. Oui, j'ai aucune idée. Non, il faut savoir que le film, à partir du moment où il a été refusé par toutes les télés, mais quand je dis refusé par toutes les télés, ils l'ont refusé sur scénario, mais ils nous ont aussi dit qu'ils ne l'achèteraient pas fini. C'est-à-dire qu'ils l'ont refusé sans le voir. C'est ça qui est... Ça arrive de refuser un film sur scénario, mais ils nous ont déjà dit on ne l'achètera pas. Donc à partir du moment où ça a été refusé par toutes les télés, la sortie salle, d'habitude, elle est faite pour mettre en valeur la vente télé. C'est-à-dire on essaye de faire le maximum d'entrées pour avoir le meilleur prix possible à la télé. Là, on sait qu'on ne le vendra pas. Donc, il n'y a pas d'enjeu dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'enjeu économique, il fait qu'on a une meilleure part sur l'exploitation VOD. Donc, économiquement, ça se tient mieux, en effet, que l'économie de la salle. Mais on ne doit pas qualifier le film pour une vente canal ou une chose comme ça, donc on n'a pas vraiment de pression. Et le film a été amorti par ses ventes internationales, donc du coup, on est un peu sans pression, on s'amuse. Voilà, on voulait tenter quelque chose depuis longtemps, cette expérimentation on voulait la tenter, et là le film est parfait pour ça. Quand vous dites qu'il a été amorti par les ventes internationales, c'est-à-dire que d'autres plateformes de VOD à l'international l'ont acheté? Mais non, c'est des distributeurs de cinéma. C'est-à-dire que l'an dernier à Cannes, on avait montré un petit teaser pour les acheteurs. Et en gros, le film, on l'a vendu dans le monde entier, donc aux États-Unis, à IFC, au Japon, en Angleterre. Alors il y a des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui ont décidé de le sortir comme nous en même temps, de pousser l'expérimentation pour en faire un truc européen, ce qui nous plaît, voilà. Mais aux États-Unis ça sort en salle, en Angleterre ça sort en salle, au Japon ça sort en salle, dans le monde entier c'est un film qui sort en salle. Ils n'ont pas la même, il n'y a que nous qui avons cette chronologie des médias un peu archaïque qui dit que on ne peut pas sortir un film de la manière dont on le veut. Voilà. Et finalement que toute cette organisation c'est plus un message de Vincent Maragall sur justement cette chronologie des médias qui ne pas forcément la changer, mais au moins y réfléchir, c'est ça? C'est un peu ça votre... Moi j'ai un principe, c'est de dire la chronologie des médias ne doit pas appartenir aux diffuseurs, elle doit appartenir aux ayants droit, aux gens qui font les films. Il faut que la personne qui fait le film ne soit pas prise en otage d'un préachat ou pas de canal, d'un préachat ou pas d'une chaîne de télévision en clair. Il faut qu'il puisse, avec les mandats qu'il a entre les mains, financer son film de la meilleure manière possible. Et il faut que le distributeur puisse l'exploiter aussi de la meilleure manière possible, tout en rentrant dans une négociation
négociations avec des circuits salles qui peuvent nous demander, quand nous on sort les vacances du Petit Nicolas, je comprendrais très bien que si on demande à Pathé de nous garder 3 mois, ils nous disent ok, on vous garde 3 mois tout l'été, mais on ne veut pas que la vidéo sorte avant 8 mois, et on le ferait. Ce serait une négociation classique aux États-Unis où tout se négocie, où il n'y a pas de chronologie des médias. Il se trouve que globalement la pratique, c'est les mêmes fenêtres que chez nous. Donc c'est pas si compliqué, c'est juste qu'aujourd'hui il y a des petits films qu'on tue en leur demandant de se caler à la même chronologie des médias que Batman. Voilà. Cette chronologie des médias et cette obligation d'investissement des chaînes, c'est une protection pour c'est pas la même chose. L'obligation d'investissement des chaînes, c'est une somme qu'ils doivent investir globalement qui n'a rien à voir avec la chronologie des médias. La chronologie des médias, ça tient d'un discours qui est d'après moi assez... enfin, je dis toujours, depuis que je m'intéresse à la chose, je crois que j'ai vu le cinéma mourir 8 fois. On nous a dit que Canal bouleversait l'économie du cinéma et allait tuer le cinéma. Moi je me souviens quand Canal a été lancé, c'était la fin des salles. On a vu que ça a renforcé l'économie du cinéma. Quand il y a eu les home cinéma, on a dit que c'était la fin des salles. Quand il y a eu les chaînes câblées ou les premières chaînes privées, ça devait tuer. Il y aurait trop de films, les gens n'iraient plus en salle. Donc en fait la chronologie des médias elle a été faite pour protéger les salles et Canal+, à qui on donnait en effet un avantage de pouvoir diffuser les films en première fenêtre. Mais ça c'était avant Internet. Aujourd'hui Canal+, ils le disent eux-mêmes, les films sont plus frais quand ils arrivent sur Canal+. C'est le piratage donc le piratage est tellement énorme que le cinéma n'est plus une valeur pour eux aussi discriminante que ça l'était avant. Les séries télé le deviennent, le sport l'est encore plus. Mais du coup je trouve juste que cette chronologie des médias elle a été faite pour protéger quelque chose avec un bon esprit, mais qu'il faut savoir la changer parce qu'aujourd'hui cet esprit-là n'existe plus. Voilà. Et elle changera. J'ai même pas un combat à faire. C'est pas un combat que je fais. C'est déjà fini. Ça prendra peut-être 2 ou 3 ans de plus en France que ce qui se fait aujourd'hui ailleurs, mais c'est déjà fini. Et en effet, si Welcome to New York marche, on aura inventé un nouveau mode de distribution qui pourra permettre à des gens qui ne sont pas financés de manière classique de pouvoir quand même faire leur film. Voilà. De pouvoir faire des choses sans être avoir ses entrées pour faire ses tours de table. Oui. Pour moi, on va gagner un espace de liberté. Et je ne vois pas en quoi c'est choquant de dire que la chronologie des médias doit appartenir aux ayants droit, à ceux qui font les films, plutôt qu'à ceux qui les diffusent. Voilà. Et est-ce que la place du scénariste, c'est assez citée, la place du scénariste, peut-être qu'elle sera valorisée, on verra. Dernière question, est-ce que vous avez un chiffre quand même en tête? Vous savez combien il faut faire? On n'a aucune... je sais pas moi, quand ils ont sorti l'arrivée en gare du train de la Ciotat, est-ce qu'ils savaient non, j'en sais rien, j'ai pas de... En gros, un succès VOD... Non, 400 000 c'est le record. Donc c'est-à-dire que 400 000 ça doit être le record de... Je sais pas exactement, mais ça doit être le record de téléchargement VOD. Donc, ouais, si on bat le record, on sera ravis. Mais en gros, pour être plus... On aimerait faire 150 000. 150 000, ça permettrait de rentrer dans vos plans. Ah oui, oui. Ça veut dire que vraiment les dépenses ont été complètement dépensées. Non, on a dépensé beaucoup, mais on a beaucoup plus. C'est pas la même part. On ne peut pas donner la part qu'on a parce que c'est des deals confidentiels, mais la part de recettes qui vient de l'exploitation VOD est quasi le double en gros de la salle. Voilà. Petite dernière question, est-ce que Gérard Depardieu a effectivement reçu un cachet ou pas alors? Oui, bien sûr, mais ça aussi, on me pose toujours cette question. D'abord, c'est illégal en France de faire travailler les gens gratuits. Et aux États-Unis, puisque c'est surtout aux États-Unis. On n'était pas sous la loi française, mais sous la loi américaine, il y a ce qu'on appelle des guildes, des syndicats. Donc il est dépendant de l'Actors Guild of America. Et donc on est obligé de payer un minimum pour le film. Ensuite, il faut savoir que Gérard, il n'a pas fait que jouer dans le film. Il a réuni le financement avec nous, donc il a un rôle, même s'il n'est pas crédité comme, il a un rôle de producteur. Donc il a touché un cachet de 100 000 $ et un intéressement, cachet qui nous a permis de faire le film, sinon on n'y arrivait pas. On dit qu'il n'a rien touché parce que en effet dans le métier, Gérard il touche beaucoup plus quand il fait un film. Et là il a accepté de le faire en disant ok je prends le minimum, voilà. Mais bien sûr que non, il n'a pas touché rien. Pour Mammouth, il a aussi touché un minimum syndical. C'est juste que d'habitude il est payé plutôt 1,5 million, voilà. 1,5 million. Ou 1 million, j'en sais rien. Ouais.